Le matin du 17 avril 2013, la revue Annals of Mathematics a reçu un email pour le moins curieux. Il disait contenir une démonstration de 50 pages sur l'un des plus anciens problèmes non résolus en mathématiques. Un problème que le grand mathématicien Edmund Landau qualifiait d'inattaquable. Mais cette démonstration ne venait pas d'un professeur célèbre, elle venait d'un inconnu. D'un ancien employé ayant travaillé des années dans un restaurant Subway. Il pense que ça ne marchera sûrement pas, mais peu importe, on l'envoie à un arbitre. Ils pensaient trouver l'erreur en une après-midi, mais ne l'ont pas trouvée. Alors ils l'ont relu, étudiant attentivement les parties fragiles où ce genre de preuve échoue habituellement. Mais toujours rien. Ils ont vite compris qu'ils assistaient à une avancée majeure. Bon sang, il l'a fait. Alors, comment a-t-il fait? Qu'est-ce que les experts ont manqué et sur quel problème travaillaient-ils? Ils travaillaient sur une nouvelle approche de la difficile conjecture des nombres premiers jumeaux, un problème majeur en théorie des nombres. Les nombres premiers jumeaux sont des nombres premiers séparés par un seul nombre comme 11 et 13 ou 17 et 19. Les nombres premiers sont de plus en plus rares sur la ligne des nombres et les jumeaux le sont davantage. La conjecture des nombres premiers jumeaux affirme qu'il en existe une infinité. On n'en manque jamais. Mais est-ce vrai? Eh bien, une façon d'aborder ce problème est d'observer les écarts entre les nombres premiers consécutifs au fur et à mesure que l'on avance sur la ligne des nombres. Au début, il semble chaotique, mais si on fait la moyenne, une tendance claire se dégage. L'écart moyen entre deux nombres premiers augmente à peu près comme le logarithme naturel du nombre n. Par exemple, l'écart moyen entre les nombres premiers autour de 100 est d'environ 4,6. L'écart moyen entre les nombres premiers autour de 1000 est de 6,9. Les logarithmes croissent très lentement, mais ils continuent de croître indéfiniment. Ainsi, lorsque n tend vers l'infini, l'écart moyen entre les nombres premiers tend également vers l'infini, ce qui n'est pas particulièrement encourageant si vous espérez toujours pouvoir trouver des nombres premiers séparés seulement de 2. En vérifiant de grands nombres, on trouve vite les nombres premiers jumeaux 1,037 et 1,039 après 1 million. Au-delà d'1 milliard, il y a 1,7 milliard et 1,9 milliard. En fait, nous avons trouvé un nombre premier jumeau aussi grand que 2 996 863 34 895 multiplié par 2 à la puissance 1 290 000 plus ou moins 1. C'est une paire de nombres dont chacun compte 388 342 chiffres. Si vous vouliez les imprimer dans un livre pour une raison quelconque, il vous faudrait environ 260 pages par nombre. En résumé, malgré nos recherches, nous avons toujours trouvé des nombres premiers jumeaux. Ce n'est pas ainsi que l'on résout la conjecture des nombres premiers jumeaux, car on ne peut vérifier tous les nombres jusqu'à l'infini. Il faut donc une autre méthode. Il y a 100 ans, on pensait que les mathématiciens se rapprochaient d'une solution avec une méthode plus sophistiquée. En 1923, les mathématiciens anglais Hardy et Littlewood ont trouvé comment estimer la quantité de nombres premiers jumeaux. Pour cela, ils se sont appuyés sur le théorème des nombres premiers, qui dit que la probabilité qu'un grand nombre proche de n soit premier est environ 1 divisé par le logarithme naturel de n. Prenons un exemple pour voir comment ils l'ont utilisé. Supposons que vous vouliez savoir si 137 037 est probablement un nombre premier. Il suffit de l'insérer dans la formule pour obtenir environ 8,5% de chances qu'il le soit. Bien sûr, vous pourriez utiliser la même astuce pour trouver la probabilité que 137 039 soit premier, ce qui est aussi autour de 8,5%. Quelles sont les chances que les deux soient premiers? Il faut multiplier ces probabilités, ce qui donne environ 0,7% de chance. Ici, on simplifie en supposant que les nombres premiers sont indépendants, ce qui est faux. Mais en mettant cela de côté, la probabilité que deux grands nombres n et n plus 2 soient tous les deux premiers est de 1 sur log de n multiplié par 1 sur log de n plus 2. Pour un grand n, le plus 2 est négligeable, donc on obtient que la probabilité que n'importe quelle paire de nombres de taille n soit un nombre premier jumeau est à peu près 1 sur log de n au carré. Mais bien sûr, le problème avec cette approche, c'est que la probabilité qu'une paire soit un nombre premier jumeau diminue à mesure qu'on considère des nombres plus grands. Pour compter les nombres premiers jumeaux jusqu'à n, on additionne les probabilités à chaque position, c'est-à-dire qu'on intègre cette expression du premier nombre premier à ce nombre.
Hardy et Littlewood ont affiné cet argument tenant compte de la dépendance des nombres premiers, ce qui ajoute seulement un facteur de correction devant. Donc l'expression finale ressemble à ceci. Voyons combien de nombres premiers jumeaux cette formule prédit jusqu'à 1 billion. Cela continue d'augmenter et si on compare aux nombres réels, c'est très proche. Au point que, pour 1 billion, notre estimation n'est décalée que de 0,001%. Le seul problème, cependant, c'est que ce n'est qu'une estimation. Ou, comme disent les mathématiciens, une heuristique. Elle donne une estimation du nombre de nombres premiers jumeaux attendus, sans garantir qu'ils ne cessent jamais. Comme le dit Terence Tao, pour autant que nous sachions, il pourrait y avoir une vaste conspiration où chaque fois qu'un nombre n décide d'être premier, il a un accord secret avec son voisin n plus 2 disant « tu n'as plus le droit d'être premier ». Donc, ce qu'il nous faut, c'est une démonstration mathématique rigoureuse et irréfutable. Mais il s'avère que trouver une telle démonstration est extrêmement difficile. L'un des premiers mathématiciens à vraiment essayer fut un Norvégien de 29 ans, Viggo Brun. Brun travaillait au début de la Première Guerre mondiale. Avec les déplacements perturbés et les grands centres mathématiques européens inaccessibles, une grande partie de son travail s'est faite dans la solitude en Norvège. Son objectif était simple, essayer de prouver que le nombre de nombres premiers jumeaux augmente toujours. Pour cela, il a utilisé un ancien outil de dénombrement des nombres premiers, vieux de 2000 ans, pour l'adapter aux nombres premiers jumeaux. La version normale de cet outil s'appelle le crible d'Ératosthène et il fonctionne à peu près comme ceci. Disons que nous voulons trouver les nombres premiers jusqu'à 100. Nous retirons d'abord 1, car il n'est pas premier. Ensuite, nous encerclons le premier nombre premier, 2, puis supprimons tous ses multiples. On fait pareil pour 3. On l'entoure et on enlève ses multiples. Et puis, nous répétons cela pour 5 et 7. Et avec ces 4 opérations très rapides, chaque nombre restant sur votre grille de 10 sur 10 est un nombre premier. Maintenant, nous avons arrêté le crible à 7 et nous pourrions continuer, criblé par 11 ou 13, mais il s'avère que ce n'est pas nécessaire. Alors pourquoi est-ce le cas? Eh bien, le prochain nombre premier est 11. Voyons donc les nombres inférieurs à 100 qui sont divisibles par 11. 22, c'est 2 fois 11, mais comme il est divisible par 2, on l'a déjà pris en compte. On a aussi 33, mais celui-là est divisible par 3. Et la même logique s'applique pour 55 et 77. Mais qu'en est-il de 11 fois 11? Eh bien, remarquez que cela fait 121, qui n'est pas dans notre intervalle. Donc, chaque multiple de 11 en dessous de 100 avait déjà été pris en compte par un nombre premier plus petit. Donc, filtrer avec 11 n'éliminerait rien de nouveau. Donc, Ératosthène a eu cette idée que vous n'avez besoin d'éliminer que les nombres premiers qui sont au plus égaux à la racine carrée du nombre. Mais il y a aussi une deuxième façon de visualiser ce crible. Placez les nombres et faites émettre à chaque nombre premier une onde dont la longueur d'onde correspond à sa valeur. Ainsi, l'onde provenant de 2 tombe sur un nombre sur 2 et celle provenant de 3 sur un nombre sur 3, et ainsi de suite. Maintenant, remarquez que partout où une onde tombe, ce nombre doit être composé. Mais les nombres échappant à toutes les ondes précédentes doivent être premiers. Et donc, vous obtenez cette belle visualisation du crible. Et ces deux méthodes rendent l'identification des nombres premiers incroyablement facile. Mais Brun ne se souciait pas des nombres premiers restants. Il avait seulement besoin de savoir combien il en restait. Et pour ce faire, il a compté tous les nombres qui avaient été barrés, puis il a soustrait ce nombre du total, puisque tout ce qui n'est pas barré doit être un nombre premier. Utilisons cette méthode pour compter les nombres premiers inférieurs à 100. On va faire le compte au fur et à mesure. On part donc de 100. Nous éliminons tous les multiples de 2. Il en reste 50. Puis, nous éliminons les multiples de 3. Combien de multiples de 3 y a-t-il en dessous de 100? 100 divisé par 3 ne donne pas un entier. C'est environ 33 et un tiers. Mais comme on garde les fractions, oublions cette petite fraction. Nous faisons pareil pour les multiples de 5 et 7, mais le compte est maintenant négatif. Certains nombres, comme 6, ont été barrés 2 fois car ils sont multiples de 2 et de 3. Donc, nous l'avons barré une fois quand nous avons retiré les multiples de 2, et encore une fois quand nous avons retiré les multiples de 3, donc nous devons le rajouter une fois.
Cela se produit aussi pour les multiples de 10, 2 fois 5, 14, 2 fois 7, 15, 3 fois 5, etc. Donc, nous rajoutons ces recouvrements et maintenant le compte monte à 28. Ce n'est pas encore tout à fait correct. Maintenant, nous avons ajouté 3 fois les multiples de 2 fois 3 fois 5. Donc, il faut les soustraire une fois de plus. La même chose se produit pour 42 qui est 2 fois 3 fois 7 et pour 70 qui est 2 fois 5 fois 7. Il y a un quatrième triple, 3 fois 5 fois 7, ce qui fait 105. Mais c'est déjà supérieur à 100, donc cela ne contribue pas ici. Nous allons quand même l'écrire pour garder le schéma complet. Après les triples, on rajoute le quadruple, 2 fois 3 fois 5 fois 7, ce qui fait 210. C'est aussi supérieur à 100, donc cela ne contribue rien non plus. Et enfin, on rajoute les 4 nombres premiers du crible eux-mêmes et on soustrait 1 parce qu'il a été inclus dans le comptage. Donc, le décompte arrive à 25 nombres premiers. Ce processus d'alternance entre la soustraction et l'addition des nombres s'appelle l'inclusion-exclusion. Cela facilite le comptage des nombres premiers jusqu'à un certain nombre. Maintenant, cette équation ressemble encore un peu à un fouillis, mais en fait, on peut la réarranger sous cette forme. Maintenant, remarquez que chaque facteur premier que nous avons ajouté ajoute simplement un terme supplémentaire dans cette série. Nous avons le 2 qui va ici, le 3 qui va là, le 5 qui va là et le 7 qui va là. Essayons de trouver les facteurs premiers d'un plus grand nombre et ajoutons 11 comme facteur premier. Cela ajoute simplement un terme de 1 moins 1 sur 11. En général, si nous poursuivons le crible jusqu'à un nombre premier p inférieur à la racine carrée de n, le compte devient approximativement cela. Mais cela ne concerne que le décompte des nombres premiers. Brun voulait en fait celui des nombres premiers jumeaux. Et c'est donc à ce moment-là qu'il a adapté son crible pour trouver le cas où à la fois n et n plus 2 sont premiers. Par exemple, lorsque vous criblez avec 5, vous enlevez les nombres où n est divisible par 5, comme auparavant. Mais en plus, vous devez enlever les nombres où n plus 2 est divisible par 5. Donc, vous enlevez aussi 23, 28, 33 et ainsi de suite. Parce que dans ces cas-là, n plus 2 fait 25, 30, 35 et ainsi de suite. Donc, alors que dans le crible ordinaire, un nombre premier p enlève environ un nombre sur p, cela signifie que le crible des nombres premiers jumeaux en enlève 2. Et cela change le calcul de cette façon, où le numérateur de tous les termes après 2 se retrouve avec un 2. Maintenant, si on trace le nombre de nombres premiers jumeaux que cela prédit, on voit qu'il croît à peu près comme n sur le carré du logarithme népérien de n, tout comme dans notre heuristique. Et donc, il semble que Brun ait réussi. Mais malheureusement, eh bien, ce n'est pas le cas. Nous avons dit que 100 divisé par 3 fait 33 et un tiers, mais oublions cette erreur. Ces petites erreurs, il est très difficile de les contrôler parce qu'il y en a tellement. Chacune d'elles vaut au maximum 1. C'est une erreur d'arrondi. Reprenons le crible traditionnel d'Ératosthène. Quand on crible avec un seul nombre premier, on a simplement n sur 2. Donc une seule erreur d'arrondi. Avec deux nombres premiers, 2 et 3, il y a 3 erreurs d'arrondi distinctes. Mais avec 3 nombres premiers, 2, 3 et 5, il y a déjà 7 erreurs d'arrondi distinctes, chacune correspondant à un terme dans le principe d'inclusion-exclusion. Vous commencez à voir le schéma général ici. Un nombre premier donne 2 à la puissance 1 moins un terme. 2 donne 2 à la puissance 2 moins un terme. Et 3 nombres premiers donnent 2 à la puissance 3 moins un terme. En général, si vous faites un crible avec k nombres premiers, vous obtenez environ 2 à la puissance k moins un terme d'erreur. Mais on peut enlever le 1 parce que ça ne fait pas vraiment beaucoup de différence. Donc, si vous criblez des nombres premiers ordinaires, l'erreur croît environ comme 2 puissance k. Mais si vous criblez des nombres premiers jumeaux, c'est pire encore, l'erreur augmente environ comme 4 puissance k, causant très vite de gros problèmes. Et puis ici, pour les nombres premiers jumeaux, c'est encore pire. Le terme principal croît un peu plus lentement. Le terme d'erreur croît beaucoup plus rapidement, donc ça commence toujours lentement. Et donc, vous pouvez rapidement voir qu'une fois que ces termes d'erreur commencent à dominer, vous avez des problèmes. Donc, le problème auquel il faisait face, c'est qu'il avait ce terme principal, et le terme principal, vous savez, il croissait comme il le voulait, mais ensuite, il était simplement dépassé et dominé par ces termes d'erreur. Exactement. Et c'est tout le principe de l'analyse en général et de la théorie analytique des nombres en particulier.
C'est la lutte entre le terme principal, que vous pensez être la vérité, si c'est vraiment la vérité, et le fait de montrer que le terme d'erreur est d'un ordre inférieur de façon prouvable. Pour les nombres premiers jumeaux, le terme principal croît environ comme n divisé par le logarithme naturel de n au carré. Mais ce n'est pas le nombre exact, car pour obtenir le nombre exact, il faut ajouter et soustraire les termes d'erreur, ce qui nous donne cette borne supérieure et inférieure. Vous voyez maintenant le problème, le nombre exact peut se situer n'importe où dans cet intervalle, dont une grande partie est négative. Donc, pour prouver la conjecture, ce que nous devons faire, c'est montrer que cette borne inférieure est toujours positive et croissante. C'est là que nous rencontrons un problème avec le crible utilisé. Plus on utilise de nombres premiers pour cribler, plus les termes d'erreur s'accumulent et il devient impossible de le démontrer. Et donc, ce que Brun a finalement compris, c'est que si on affaiblit le crible, si on ne crible pas jusqu'à la racine carrée de x, mais jusqu'à quelque chose de moins que ça, et si tu fais très attention à l'inclusion et à l'exclusion, tu peux en fait gérer ces termes d'erreur. Donc Brun a criblé avec moins de facteurs, seulement jusqu'à n à la puissance 1/10. Il a ainsi obtenu un contrôle suffisant sur le terme d'erreur. Mais cela introduit un compromis. Disons que vous vouliez trouver tous les nombres premiers jusqu'à 10 milliards. Avec la méthode de la racine carrée, il faut cribler jusqu'à la racine carrée de 10 milliards, soit 100 000. Mais cela vous donne beaucoup de termes d'erreur. Mais avec la méthode de Brun, vous n'auriez besoin de cribler que jusqu'à 10 milliards à la puissance 1/10, ce qui fait seulement 10. Mais il y a un piège. Brun, n'ayant pas criblé tous les nombres premiers, certains survivants n'étaient pas premiers, mais possédaient de nombreux facteurs premiers, jusqu'à 9 dans son cas. Donc, ce qu'il a réellement fini par démontrer, c'est qu'il existe une infinité de paires de nombres séparées de 2, où chaque nombre a au maximum 9 facteurs premiers. Les techniques de Brun ont été améliorées encore et encore, et nous sommes passés de 9 facteurs premiers à 7 facteurs premiers, puis à 3 facteurs premiers. Jusqu'en 1973, lorsqu'un mathématicien chinois, Chen Jingren, arrive et démontre qu'il existe une infinité de nombres premiers p, tels que p plus 2, a au maximum 2 facteurs premiers. C'est aussi proche que possible de la démonstration de la conjecture des nombres premiers jumeaux sans vraiment y parvenir. Nous sommes bloqués. C'est comme si nous étions aussi proches que possible, mais nous ne pouvons pas aller plus loin. D'accord. Donc, c'est une approximation, un mécanisme pour approcher les nombres premiers jumeaux. Il y en a un autre. L'autre mécanisme vise à trouver le plus petit écart entre deux nombres premiers consécutifs. Donc, au lieu de dire qu'ils diffèrent de 2 et que l'un d'eux est premier et l'autre, eh bien, on va essayer de réduire le nombre de facteurs premiers qu'ils possèdent. À la place, on va dire que les deux nombres doivent être premiers, mais réduisons la distance entre eux. Rappelez-vous que, généralement, les nombres premiers consécutifs sont espacés d'environ le logarithme népérien de n. La question est donc devenue, peut-on prouver que les nombres premiers peuvent être bien plus proches que l'écart moyen? Pendant des décennies, les mathématiciens ont continué à s'attaquer à ce problème. En 1988, l'écart était descendu jusqu'à environ un quart de l'écart moyen. Cela signifie que, par exemple, si l'écart moyen est de 100 à grande échelle, alors les nombres premiers doivent parfois être séparés d'environ 25. Mais ensuite, en 2005, Goldstone, Pintz et Yildirim ont démontré un résultat qui a choqué la communauté mathématique. Et ils ont annoncé la démonstration d'un résultat spectaculaire, des écarts bornés à 0%, 0% de la moyenne. Attends, quoi? Ils ont prouvé que tu peux rendre la fraction aussi petite que tu veux. Cela signifie que l'écart pourrait être d'un dixième, d'un centième ou même d'un millionième de l'écart moyen. Il peut être aussi petit que tu le souhaites. Et une infinité de fois, les nombres premiers se rapprochent autant. Jeune, on ne savait pas qu'il existait d'écarts de taille inférieurs à un dixième de log x ou d'une infinité de paires de nombres premiers. Et Goldstone et Yildirim ont trouvé une méthode pour s'attaquer à cela. Mais la méthode s'est aussi approchée de quelque chose d'encore plus grand. Un écart absolument borné entre deux nombres premiers. Et donc, c'était quelque chose de vraiment important. Quel était le grand désir de passer de 0% ou d'une valeur arbitrairement petite à un écart concrètement borné? Nous pensons que la distance entre deux nombres premiers consécutifs est souvent 2. Actuellement, nous prouvons qu'elle est de l'ordre de logs, qui augmente avec x. S'ils pouvaient atteindre des écarts bornés, alors ils auraient une autre méthode pour attaquer la conjecture. Le seul problème, c'est qu'il semblait que leur outil se heurtait à un mur.
Et donc, en 2005, l'Institut américain de mathématiques a organisé une réunion rassemblant tous les plus grands experts mondiaux sur ce problème. JPY, Andrew Grenfell, Kannan Sundararajan, tous se sont réunis pendant une semaine en Californie avec un objectif précis. Prouver qu'il existe un écart borné entre les nombres premiers. J'étais un jeune étudiant diplômé. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir assister à cette réunion. Entouré des meilleurs experts mondiaux, nous avons passé une semaine. Et la conclusion de cette semaine était essentiellement que c'est impossible. Et Sarge Arjun montre pourquoi il n'est pas possible de faire ça. Donc, en ce qui me concerne, c'était réglé. Je savais que ce ne serait pas le sujet de ma thèse, donc j'ai choisi autre chose et je suis parti. Mais une personne manquait à cette réunion, Yitang Zhang. Zhang a grandi en Chine et, vers l'âge de 30 ans, il a déménagé aux États-Unis pour obtenir son doctorat en mathématiques. Cependant, sans lettre de recommandation, il a eu du mal à trouver un emploi. Il a fini par vivre dans sa voiture pendant un certain temps et, finalement, il a enchaîné des petits boulots pendant 7 ans, notamment chez Subway, où il tenait la comptabilité et triait les reçus. Pourtant, tout en faisant tout cela, pendant son temps libre, il se rendait à la bibliothèque locale pour lire des livres et des revues sur la théorie des nombres. Puis, en 1999, il a eu un coup de chance. L'un de ses amis l'a aidé à obtenir un poste de maître de conférence à l'Université du New Hampshire. Il pouvait désormais se consacrer entièrement à sa passion, les mathématiques. Zhang a dit que lorsqu'il était enfant, il imaginait qu'il y aurait un jour où il résoudrait un grand problème de mathématiques. En 2010, il avait identifié le problème majeur sur lequel il voulait se concentrer. Les écarts limités entre nombres premiers. Mais pour comprendre sur quoi il travaillait, nous devons comprendre exactement ce que GPI avait construit. Voyez-vous, ils voulaient trouver deux nombres premiers dans un écart borné. Et pour cela, ils ont imaginé une sorte de pochoir avec des trous dedans. Faisons donc la même chose. Et pour notre exemple, disons que le pochoir a un diamètre de 6 et des trous aux positions 0, 2 et 6. Ensuite, nous plaçons le pochoir n'importe où sur la droite numérique, disons en commençant à 12. Et nous posons une question simple. Combien de nombres premiers voyons-nous? Dans ce cas, nous voyons 12, 14 et 18, dont aucun n'est premier, donc nous écrivons 0. Ensuite, nous décalons le pochoir d'un cran et nous recommençons 13, 15 et 19, dont 2 sont premiers, donc nous écrivons 2. Nous continuons ainsi. En le décalant davantage, on retrouve deux nombres premiers, 23 et 29. Maintenant, si vous continuez à déplacer le pochoir le long de la ligne des nombres et qu'il continue à attraper deux nombres premiers, alors vous avez prouvé qu'il existe une infinité de paires de nombres premiers séparés par un écart borné. Eh bien, 6 dans ce cas, puisque c'est le diamètre de notre pochoir. Mais il y a deux problèmes avec cette approche. Le premier, c'est que nous ne savons pas exactement où se trouvent tous les nombres premiers. Et le deuxième, c'est que, bien sûr, on ne peut pas continuer à faire glisser un pochoir le long de la ligne des nombres indéfiniment parce qu'elle est, infiniment longue. Heureusement, il existe un moyen simple de contourner ce problème. Même sans connaître l'emplacement exact de chaque nombre premier, nous savons comment ils se comportent en moyenne. Par exemple, disons que nous prenons un segment de la ligne des nombres allant d'un très grand nombre x à 2x. Alors, nous ne pouvons pas prédire exactement quels nombres dans ce segment seront premiers, mais ce que nous pouvons faire, c'est utiliser le théorème des nombres premiers pour estimer combien de nombres premiers nous pouvons attendre en moyenne. Et GPI a compris qu'ils pouvaient faire quelque chose de similaire avec leur méthode de pochoir pour construire une sorte de machine à faire des moyennes. Configurez le pochoir souhaité, saisissez votre intervalle et obtenez la moyenne de nombres premiers capturés par position. Alors faisons un petit exemple sans la machine pour voir comment cela aide. Utilisons le même pochoir qu'avant et prenons l'intervalle de 20 à 40. En réalité, vous utiliseriez une plage beaucoup plus large, mais pour simplifier, restons-en à celle-ci. Pour trouver la moyenne, placez le pochoir au début de l'intervalle et observez les nombres visibles. 20, 22 et 26. Aucun d'entre eux n'est un nombre premier, donc le nombre total de nombres premiers est 0. Ensuite, on décale le pochoir d'une case et on voit 21, 23 et 27, dont un seul est premier, donc on augmente le total de 1. Continuons à déplacer le pochoir et à additionner les nombres premiers.
S'il n'y a pas de nombre premier, on ajoute 0. S'il y en a 2, on ajoute 2, etc. Maintenant, si vous continuez à déplacer le pochoir jusqu'à la fin, vous trouvez un total de 14 nombres premiers sur 21 positions de départ. Donc la moyenne est de 14 sur 21, soit environ 0,67 nombres premiers par emplacement. Dans ce cas, où nous vérifions chaque emplacement à la main, nous pouvons voir que le pochoir a capturé plusieurs positions contenant 2 nombres premiers. Mais la machine à faire la moyenne ne nous dit pas cela. Tout ce qu'elle donne, c'est une moyenne, et cette moyenne seule ne peut pas garantir qu'elle a capturé 2 nombres premiers en même temps. Parce qu'on pourrait tout aussi bien imaginer répartir ces 14 nombres premiers sur 14 positions distinctes. Et ce serait pareil si la moyenne était de 0,8, 0,9 ou même 1. Je sais que c'est peu probable, mais il se peut que chaque position n'ait attrapé qu'un seul nombre premier pour que la moyenne soit de 1. Mais que se passerait-il si la moyenne était supérieure à 1? Et si on trouvait 22 nombres premiers au total? Eh bien, même si chaque position avait attrapé un nombre premier, il en resterait quand même 1 et il faudrait le placer dans l'une de ces autres positions. Donc, en d'autres termes, si la moyenne est supérieure à 1, cela garantit qu'au moins une position a attrapé 2 nombres premiers. Et donc, c'est ça le jeu, faire en sorte que le nombre moyen de nombres premiers soit supérieur à 1. Mais cela laisse encore une question. Même si tu pouvais faire ça, alors comment cela t'aide-t-il à prouver que tu continues à obtenir des écarts bornés jusqu'à l'infini? Eh bien, souviens-toi, tu viens de le prouver pour n'importe quel grand nombre x. Donc rien ne t'empêche de remplacer ce x par 2x et ce 2x par 4x. Et ensuite, tu pourrais remplacer le 2x par 4x et le 4x par 8x et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc, si tu peux prouver que l'écart moyen est supérieur à 1 pour n'importe quel grand nombre x, alors avec cette astuce, cela s'étend immédiatement jusqu'à l'infini et tu aurais ainsi démontré l'existence d'un écart borné. En faisant tourner la machine avec les entrées actuelles, le pochoir traverse souvent des positions sans capturer de nombre premier, ce qui réduit la moyenne et l'empêche de dépasser 1. GPUI ont apporté une ultime modification à leur machine, réalisant que certaines positions de départ capturent plus de nombres premiers que d'autres. Par exemple, si le pochoir ne tombe que sur des nombres pairs, il donnera toujours 0 nombre premier sauf s'il inclut le 2. Ces positions ne devraient donc pas être pondérées comme les autres. De même, si l'on peut diviser des nombres du pochoir par 3, 5, 7 ou d'autres petits facteurs premiers, il est aussi moins probable d'y trouver des nombres premiers. Il devrait donc être moins pondéré. GPUI a réalisé des vérifications similaires pour chaque position afin de l'évaluer et d'estimer la probabilité qu'elle contienne des nombres premiers. Cela a transformé leur machine à faire des moyennes en une machine à faire des moyennes pondérées. En conséquence, cette moyenne pondérée a fortement augmenté. Avec leur machine mise à jour, ils ont prouvé que si vous choisissez un grand nombre x, alors dans l'intervalle de x à 2x, vous pouvez rendre la moyenne pondérée arbitrairement proche de 1, mais jamais au-dessus de 1. Ils étaient proches, mais ils se sont heurtés à un mur. Un mur issu de leur pondération. Pour pondérer différentes positions, ils devaient comprendre comment les nombres premiers se répartissent dans une progression arithmétique. Ce sont essentiellement des suites de nombres où chaque terme est séparé du précédent par le même écart. Donc 3, 7, 11, 15, c'est une progression arithmétique avec un pas de 4. Maintenant, GPI devait comprendre comment les nombres premiers se répartissaient dans diverses progressions arithmétiques aux pas variés. Heureusement, il connaissait un théorème des années 1960 utilisable précisément à cet effet. C'est le substitut de l'hypothèse de Riemann en moyenne, et il s'avère que c'est ce qui est réellement nécessaire dans beaucoup de ces applications arithmétiques. Mais ce théorème ne s'applique qu'aux tailles de pas jusqu'à la racine carrée de x ou x puissance 1/2. Le terme technique pour ce 1/2 est le niveau de distribution, ou θ. Il précise la taille maximale des pas pour garantir un comptage fiable des nombres premiers dans ces progressions. Les mathématiciens pensaient que le théorème s'appliquait au-delà de x puissance 1/2, mais cela reste non prouvé. Et c'est là que réside le problème. Lorsque GPI ont effectué leurs calculs avec ce plafond, ils ont trouvé que la moyenne pondérée maximale qu'ils pouvaient obtenir était 2 fois θ. En d'autres termes, ils se sont vraiment approchés de 1,
mais ils n'ont jamais pu le dépasser. Ils ont montré dans leur méthode que si vous pouviez dépasser un demi, vous pourriez atteindre 0,5000001. Ainsi, au lieu d'obtenir 0% de l'écart moyen, ils peuvent obtenir des écarts bornés. Les nombres premiers seraient séparés par une distance toujours inférieure à une borne fixe. C'est de cela qu'il s'agissait lors de la réunion de 2005. Ils ont continué à essayer de dépasser cette barrière d'un demi, mais ils ont fini par conclure que c'était impossible. À partir de 2010, Zhang a passé 2 ans à s'acharner dessus lui aussi, à s'approprier l'argument GPI, travaillant jour et nuit juste pour essayer de trouver une solution. Mais à l'été 2012, Zhang était épuisé et n'avait rien à montrer pour tous ses efforts. Espérant se changer les idées, il rendit visite à un ami dans le Colorado, où un soir, alors qu'ils attendèrent de partir pour un concert, Zhang sortit seul dans le jardin, guettant les cerfs qui erraient habituellement sur la propriété. Mais aucun cerf n'est venu. Il marchait donc en réfléchissant, quand tout à coup, la réponse lui est venue. Il n'avait apporté ni notes ni papier, mais Zhang croyait que son idée fonctionnerait. GPY devait compter les nombres premiers dans diverses progressions arithmétiques avec différents pas. Zhang s'est concentré sur une classe particulière de taille de pas faite uniquement de petits facteurs premiers. Et il a réalisé qu'il pouvait réorganiser les termes d'erreur sous une forme où la plupart d'entre eux s'annulent. Cela lui a permis de dépasser la barrière de la moitié d'une toute petite fraction, juste 1 sur 584. Zhang a passé l'année suivante à finaliser sa démonstration. Et puis, le 17 avril 2013, il a envoyé ce curieux email aux Annals of Mathematics. Les Annals of Mathematics reçoivent une preuve de l'hypothèse de Riemann tous les 2 jours. Alors ils se disent, bon, évidemment ça ne va sûrement pas marcher, mais peu importe, vous savez, on va l'envoyer à un relecteur et ils se disent, bon, passons quelques heures dessus cet après-midi, on va trouver une erreur. On dira aux Annales, désolé, ça n'a pas marché, voilà la faille. Et ils commencent à le lire. Puis ils feuillettent en arrière parce que ce sont des experts, donc ils peuvent juste parcourir en se disant « Oui, ça va marcher, ça aussi. Mais attends une seconde, là tu vas être bloqué. » Et ils tournent 5 pages et ils disent « C'est intéressant, voilà comment tu vas gérer ça. » D'accord, mais ensuite tu vas avoir un autre problème, c'est comme essayer de poser une moquette dans, tu sais, une pièce. Tu te dis « Ok, je connais ce coin-là. » Ce coin-là va te poser problème, même si tu arrives à faire en sorte que ça marche là-bas. Et puis il va de l'autre côté. Non, il l'a coupé parfaitement. Ça rentre dans ce coin. Attends une seconde. Il tourne 5 pages de plus et en fin de semaine, la démonstration est reconstruite et tout est correct. Wow! Le pochoir de Zhang comptait 3,5 millions d'emplacements répartis sur une plage de 70 millions. Et en prouvant que 2 de ces emplacements attrapent toujours des nombres premiers, il a démontré un écart borné de 70 millions. À l'annonce, les mathématiciens étaient incrédules. Il était en fait pratiquement inconnu dans le domaine. En réalité, quand j'ai commencé à lire l'article de Yitang Zhang et que j'ai commencé à réaliser qu'il était probablement correct, j'ai pensé que c'était probablement l'une des personnes que je connaissais qui utilisait un pseudonyme, essayant d'éviter d'être embarrassée si elle s'était trompée. Ce n'était pas le cas. Zhang était bien réel. Et un peu plus d'1 an plus tard, il a reçu la bourse MacArthur. Pour moi, c'est un aspect vraiment intéressant des mathématiques en particulier. Je pense que c'est l'un des très rares domaines où nous avons une approche vraiment honnête du succès et de ce qui compte comme succès. Il a soumis un raisonnement. Les gens l'ont pris au sérieux, l'ont examiné et ont constaté qu'il n'avait pas de vraie démonstration. Ils lui ont accordé le temps nécessaire. Il est devenu héros aussitôt, comme il le méritait. Pour moi, cela prouve que la culture mathématique fonctionne. Nous agissons correctement. La couverture de Scientific American et d'autres magazines en 2013 relate l'histoire de Yitang Zhang, qui a trouvé une borne sur l'écart entre nombres premiers en travaillant totalement isolé. Peut-être qu'il était isolé et n'a pas eu notre esprit de groupe, donc il ignorait que ce problème était, comme on nous l'avait dit, impossible. Après avoir réalisé qu'un écart borné n'était pas un rêve impossible, les gens ont retravaillé la méthode de Zhang pour l'optimiser. Terence Tao a dirigé un groupe en ligne appelé Polymath et ils ont affiné la méthode. Ainsi, chaque mois, chaque semaine, voire chaque jour, cette limite supérieure ne cessait de diminuer. L'un des participants a décrit le fait d'être à une conférence à ce moment-là ainsi. Je me souviens que, jour après jour, tout le monde rafraîchissait son écran pour voir qui détenait maintenant le record du monde. Et finalement, ils ont réussi à faire descendre le nombre jusqu'à 4680.
Pendant ce temps, un jeune postdoctorant nommé James Maynard vient d'obtenir son doctorat à Oxford avec Roger Heath Brown, un autre expert mondial en théorie analytique des nombres. Et il travaille avec Andrew Granville à Montréal. Et il a une approche complètement orthogonale de ce problème, sur laquelle il faisait des progrès très progressifs de manière indépendante. Lorsque Maynard a débuté, son directeur de thèse lui a dit « J'espère que tu ne travailleras pas à plein temps sur ce problème, car je suis convaincu que tu vas échouer. » Mais Maynard a ignoré l'avertissement et a trouvé une autre façon d'aborder le problème. Et en seulement quelques mois, il a réussi à le faire fonctionner, réduisant ainsi encore l'écart à 600. Mais sa méthode a également prouvé autre chose. Il peut obtenir 3 nombres premiers dans une fenêtre bornée, dont la taille varie selon le nombre de nombres premiers souhaités. Son résultat est meilleur et la méthode ne dépend pas de l'exposant 1/2. Attends, quoi? 1/2, c'était un pur mirage. C'était une fausse piste. C'est fou. 1/2 n'était pas du tout une limite fondamentale. Voyez, là où la moyenne de GPI était bloquée à 2 fois θ, la moyenne de Maynard augmentait à peu près comme θ divisé par 2 fois le logarithme népérien de k, où k est le nombre d'emplacements dans le pochoir. Maynard avait juste besoin de suffisamment d'emplacements, et ça a marché. Il vous faut n'importe quel nombre supérieur à 0. Quand vous atteignez 1/2, parce que vous avez 1/2, vous obtiendrez de meilleurs résultats numériques. Mais les intervalles bornés, vous pouviez les faire simplement en allant jusqu'à, vous savez, 0,01 pas, 0,50101. Maintenant, c'est curieux parce que Terry Tao a indépendamment la même approche. Il en parle à Ben Green. Ben Green rencontre Andrew Granville et dit « Hey, Terry a cette nouvelle idée qu'il pense pouvoir aller encore plus loin. » Et Granville dit « Attends une seconde, mon postdoc Maynard fait exactement la même chose. Il faut que ces deux gars se parlent. Terry est médaillé Fields. À ce stade, c'est un super poids lourd, alors que James, lui, vient tout juste d'obtenir son doctorat. » Et Terry dit « Prends-le, je n'en ai pas besoin. Tu sais, c'est ton idée, vas-y. » Début 2014, Maynard a rejoint le groupe Polymath de Tao. Il était évident que 600 n'était qu'une preuve de concept et que ces méthodes pouvaient produire quelque chose de plus petit, mais d'autres idées pouvaient aussi optimiser l'ensemble. Et donc, le record du monde actuel est qu'il existe une infinité de paires de nombres premiers qui diffèrent d'au plus 246. Et pour l'instant, eh bien, c'est là que ça s'arrête. En 2022, James Maynard a reçu la médaille Fields, la plus haute distinction en mathématiques, pour ses travaux sur les écarts entre nombres premiers. Oui, je pense que c'est le schéma de base. Il y a 2 approches pour approcher les nombres premiers jumeaux, la direction de Chen, Brun, Chen, peu importe, contre Zhang et Maynard. Et cette histoire où Zhang n'était pas à la réunion, donc il ignorait que c'était impossible. Ça m'a rappelé le mile en 4 minutes, que tous pensaient impossible. Personne ne l'a fait. Et puis, pour la première fois, Roger Bannister l'a battu en 1954. Et après avoir su que c'était possible, seulement 46 jours plus tard, un autre coureur appelé John D. Landy l'a battu aussi. Et à la fin de 1956, 10 personnes l'avaient battu, simplement parce qu'elles savaient que c'était possible. Alors, qu'en est-il de réduire encore plus cet écart? Est-ce possible? Eh bien, les mathématiciens ont trouvé des moyens de le réduire encore davantage. Mais tous ces résultats sont conditionnels. Par exemple, il y a la conjecture d'Elliott-Halberstam, qui suppose que les nombres premiers sont répartis uniformément dans les progressions arithmétiques, ou que le niveau de distribution peut être pris aussi grand que 1. Et en 2013, Maynard a montré que si l'on suppose que cette conjecture est vraie, alors l'écart chute à seulement 12. Un an plus tard, le groupe Polymath a prouvé que si l'on suppose une version encore plus forte de cette conjecture, l'écart descend jusqu'à 6. Mais sans rien supposer, 246 tient toujours. À votre avis, allons-nous résoudre la conjecture des nombres premiers jumeaux? Je suis totalement convaincu que l'humanité finira par résoudre la conjecture des nombres premiers jumeaux. Souvent, quand on me pose des questions sur certains de ces grands problèmes célèbres, comme les nombres premiers jumeaux ou Riemann ou quelque chose comme ça, une façon d'éviter un peu la question, c'est d'imaginer qu'on est réparti aléatoirement dans le temps. On s'attendrait à être à peu près à mi-chemin en moyenne depuis que la conjecture est ouverte.
Donc, une supposition naturelle, si vous n'avez pas d'autres informations, c'est de penser qu'un problème restera ouvert aussi longtemps qu'il l'a déjà été. Cela ne fonctionne pas pour les nombres premiers jumeaux car on ignore si c'est Et oui, vieux de 175 ans ou s'il a plutôt 2000 ans. Donc je pense que c'est un jeu de dupes d'essayer de deviner, mais il est clair qu'il faut une très grande idée, mais peut-être qu'il n'en faut qu'une seule. Mais peut-être, juste peut-être, qu'au fond, il vaut mieux ne pas le savoir avec certitude. Parce que si nous savions avec certitude que c'était impossible, alors nous serions probablement passés à côté de la plupart de ces inventions et de ces nouvelles méthodes au cours du siècle dernier. Donc parfois, eh bien, il vaut mieux ne pas tout savoir